Président Sauvadet et vous tous qui êtes là, c'est un bonheur de vous accueillir, sachant que nous ne nous quittons guère, puisqu'hier, avec Mathieu Darnaud, qui est co-rapporteur de la mission lancée par le président Larcher, nous avons longuement discuté avec les départements. C'est notre collègue Jean-Léonce Dupont, enfin je dis notre collègue parce qu'il était sénateur, pardon, Jean-Léonce Dupont qui était là. Donc président Sauvadet, je suis vraiment heureuse de vous accueillir. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt vos déclarations lors du congrès des départements de France. Nous avons déjà eu le bonheur de vous recevoir et aujourd'hui l'idée c'est à la fois, je n'ose dire, de prendre le pouls des départements parce que il est important que la délégation collectivité nourrisse un dialogue régulier avec vous. Moi, j'ai senti à ce congrès l'Association des départements de France très mobilisée, exigeante, mais constructive. Et je trouve que voilà, c'est une bonne définition de ce que doit être la relation entre l'État et les collectivités. Aujourd'hui, en septembre, le président de la République est allé prendre l'air, si je puis dire, en Mayenne, à Château-Gontier. Cette terre a été extrêmement inspirant, enfin en tout cas vu depuis une sénatrice, parce qu'il a beaucoup parlé de décentralisation, de liberté, etc. Moi j'ai trouvé le propos plutôt positif, parce qu'il allait dans le sens du travail que nous avons fait avec vous, d'ailleurs, membres de l'association Territoire Uni avec l'AMF et la RF, un discours en faveur des libertés locales à partir de la confiance. Et donc, nous nous sommes déjà attelés à la tâche avec ce groupe de travail écuménique, puisqu'il réunit tous les groupes du Sénat, qui a été lancé par Gérard Larcher. Nous parlerons même finances. Donc, moi, je sais que ce travail va être fait avec vous. Le président Larcher l'a dit. Donc, pouvons-nous, là, au sein de la délégation, parler aujourd'hui de vos attentes en matière peut-être de réorganisation de compétences, sachant que pour nous, il n'est nullement question de repartir dans un chamboule-tout qui, à un moment, pose un certain nombre de questions. Il faut une stabilité, mais surtout, mettons-nous d'accord sur cet objectif partagé entre l'État et nous tous, qui est l'efficacité de l'action publique jusqu'au dernier kilomètre, à partir d'un principe simple, qui est celui de la subsidiarité, permettre à la collectivité la mieux placée d'agir. Et puis, nous avons aussi un travail très important que nous avons engagé avec le Conseil d'État. C'est peu dire de l'importance du sujet de la gravité, et le Conseil national d'évaluation des normes sur ce qu'on appelle la simplification. Alors, c'est toujours le cauchemar et la quête du Graal, et en même temps, on en a parlé hier avec le président Larcher, ça nous renvoie à la fabrique de la loi. C'est-à-dire que nous soyons aussi raisonnables, voilà, dans la fabrique de la loi, mais que surtout les décrets d'application ne viennent pas comme une dérive de l'esprit du législateur. Je n'ose pas parler du ZAN, parce que voilà, c'est comment, à un moment, le décret d'application transforme et contrarie l'esprit du législateur, et que la norme finit par nuire et empêcher l'action publique. Voilà quelques sujets ou quelques thèmes, Monsieur le Président, qui réjouissent toujours notre délégation ou qui nous désespèrent, parce que je pense que l'éternité ne suffira pas à régler le problème, mais nous sommes, sans avoir l'espoir d'avoir cette vie, nous ne renonçons pas. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les sénateurs, bon, d'abord, je suis venu surtout pour répondre aux questions et éventuellement que vous pourriez nous poser. Simplement un mot de contexte. D'abord, on est dans un contexte, vous le savez tous, puisque vous êtes sur le terrain et au contact des élus locaux, on est dans un contexte très lourd. Très lourd. Après, on a traversé déjà 2 années de pandémie et aujourd'hui, on voit la montée des précarités, le coût de l'énergie, évidemment, l'inflation, et donc on voit que ça grimpe l'échelle des classes moyennes, tout simplement, et des graves difficultés. Je crois qu'on ne dit pas assez que cette crise énergétique, cette crise anxiogène aussi, hein, pour nos compatriotes, et elle frappe surtout et avant tout le monde rural, parce qu'il n'y a pas d'alternative à la voiture dans le monde rural. Je crois aussi qu'il faut le dire.
Et donc c'est un impact encore bien plus important sur le monde rural lui-même. Et on le constate tous les jours au travers des différents plans de solidarité qu'on est à mettre en place, puisqu'on est en première ligne, les départements de France, aux côtés de l'État, pour faire face à cette vague des difficultés qu'ont au quotidien nos familles. Hein. Et on a dû prendre des initiatives aussi pour accompagner les personnes qui n'avaient plus les moyens de mettre de l'essence ou du gazole dans leur voiture pour aller travailler tout simplement. Et moi, j'ai mis en place un dispositif. J'ai été extrêmement surpris de voir qu'il y a 1600 foyers qui, après analyse de leur situation personnelle, on a même fait former des agents chez nous en lien avec la Banque de France qui ont évidemment un rôle particulier en matière de surendettement, et on voit que les situations se tendent. Bon, donc on est en première ligne, c'est un choc pour nos compatriotes, c'est un choc aussi pour nos collectivités. Nous, coup sur coup, on a eu une série d'annonces, d'ailleurs pour lesquelles on avait été appelé, pour certaines d'entre elles, à discuter. On a eu coup sur coup l'avenant 43, vous savez, pour les aides à domicile, la revalorisation. Là encore, on nous a rajouté 1 euro supplémentaire, d'ailleurs sans même nous avoir associés à la prise de décision. On est passé à 23 euros. En tout cas, on va passer à 23 euros dès que le décret sera paru sur l'aide à domicile. Bon, là, on n'a pas été informé, évidemment, on s'en est ému. Franchement, quand on fait de la co-construction, il faut que ce soit co-construit, sinon c'est une décision qui s'impose à nous. Bon, on a obtenu quand même la compensation de 7 euros supplémentaires. On a eu ensuite, là aussi sans discussion, la revalorisation du RSA. Le point d'indice, là aussi sans discussion avec nous. Et puis l'extension du Ségur, pour lequel nous avons été associés, et qui a été extrêmement compliqué, parce que ce Ségur, évidemment, qui a été décidé par le gouvernement à lui seul, immédiatement a suscité un sentiment d'incompréhension et d'injustice de la part de tous ceux qui participaient en première ligne dans le médico-social, par exemple, et qui n'étaient pas reconnus avec un accompagnement particulier pour avoir été en première ligne sur les problématiques de pandémie. Et donc, évidemment, ça a suscité une colère. Et donc, on a passé notre temps à suivre les oubliés du Ségur. Jusqu'à un moment donné, il fallait quand même s'arrêter. Donc, on a eu cette discussion avec M. Castex, bon, avec un partage des enjeux financiers. Mais en tout cas, en plus, maintenant, il y a l'inflation, l'énergie. L'inflation, dans nos collèges, évidemment, comme toutes les collectivités, vous le savez mieux que quiconque. Et puis, on a l'énergie. Dans mon seul département, le coût de l'énergie est passé de 4,5 millions à 11 millions d'euros. Enfin, on mesure le choc. Alors, quand j'entends parfois dire aujourd'hui encore, et je l'ai dit au président de la Cour des comptes, que les départements se portent bien au motif qu'il y a eu des droits de mutation élevés, c'est vrai que les droits de mutation ont été élevés. Mais je ne sais pas ce qui se serait passé si les droits de mutation n'avaient pas été à cette hauteur. Et encore, ils ont été répartis évidemment inégalement. Et donc, il y a des départements qui, aujourd'hui, sont en très, très grande difficulté. Et je vous le dis, il y a des départements qui ne peuvent plus faire face et qui ne pourront pas équilibrer leur budget. Alors, inutile de vous dire que je reviens des Ardennes, par exemple. Bon, ils étaient les héritiers de gros investissements, notamment routiers ou autoroutiers, pour lesquels ils avaient été appelés à participer par l'État. C'est une charge qui subsiste. Donc, ils ont des droits de mutation qui, en volume, restent limités, même s'ils ont cru. Et donc, évidemment, qu'ils se retrouvent en grande difficulté. Alors, je voudrais insister aussi auprès de vous pour dire que nous avons fait des efforts considérables. Alors, on nous parle de la différence qu'il y a entre la perception des droits de mutation. Certains commencent même à les revendiquer, à dire qu'il n'y a pas de légitimité à ce qu'il y ait des droits de mutation pour les départements. Moi, je vous invite à y réfléchir sérieusement, parce que les droits de mutation, c'est un transfert de propriété, de logement, etc., d'activité, qui est au cœur de l'action autour du logement et même du logement, qui fait des routes dans notre pays, des routes gratuites pour les usagers, je le rappelle, et on est attaché à cette gratuité. Qui fait les routes, qui les finance? C'est bien les départements. Donc, qui fait l'environnement du logement, qui aide les communes à refaire les places, etc. On est à côté du logement. Donc, pour tous ceux qui s'interrogent sur la légitimité, et pour nous, je vous le dis, il y aura vraiment une ligne rouge à l'égard du gouvernement, c'est si on remet en cause les droits de mutation dans nos départements. Donc, nous avons fait une péréquation. On est le seul niveau de collectivité à avoir fait un niveau de péréquation. D'ailleurs, il faut le protéger.
hein, parce que je reprends l'exemple des Ardennes, ils ont 20 millions, mais ils ont touché une péréquation plus de l'ordre de plusieurs millions, voire dizaines, ça chiffre une dizaine de millions. Donc évidemment que cette péréquation, elle est là. Maintenant, la vraie question qui est posée à l'État, et parfois qui nous dit que nous avons des politiques différenciées, parfois que nous ne remplissons pas tous la mission comme ils l'entendraient sur le terrain. La première des inégalités, ce n'est pas celle dans la façon dont nous abordons, nous, les compétences dont nous avons la charge. La première des inégalités, c'est que l'État ne nous donne pas les moyens, par un accompagnement vertical, ne nous donne pas les moyens de faire face aux missions qu'il nous confie. Aujourd'hui, je puis vous le dire, dans les allocations individuelles de solidarité, nous les finançons, nous, départements, à plus de 50% désormais, 54% pour être précis, que ce soit l'allocation pour les handicapés, que ce soit le RSA. D'ailleurs, il y a eu tout un débat sur le RSA, où là aussi on nous disait on l'augmente, mais parce que vous aurez moins de bénéficiaires, ça vous coûte moins cher. Je suis désolé, moi, j'ai moins de bénéficiaires, je fais tout pour qu'il y ait moins de bénéficiaires, mais la hausse qu'on m'a imposée, c'est 2,5 millions d'euros de plus par an en année pleine. Donc, vous voyez ce que je veux dire, on nous annonce une hausse en nous prétendant que la hausse, c'est une baisse. Enfin, il faut être sérieux. Enfin, ce n'est pas une bonne façon d'aborder les choses. On a des défis considérables. Le vieillissement de la population, le maintien à domicile, la question de la violence aussi chez les jeunes, la question de la psychiatrie chez les jeunes. Et on se sent un peu seul. Vous savez, quand vous n'avez pas de réponse psychiatrique dans un département, qu'est-ce qu'on fait des jeunes? Les jeunes violents dans la rue, on a déjà bien des difficultés à les canaliser, et ça relève de la justice, de la police ou de la gendarmerie, et puis de l'accompagnement sociétal, évidemment, et familial. Mais on a aussi tous les jeunes qui nous sont confiés, qui sont en situation de grave fracture, et pour lesquels j'estime qu'on a 20 à 30% de jeunes qui relèvent aujourd'hui de soins psychiques et psychiatriques. Alors quand on en parle au gouvernement, on m'a dit, ben oui, il faut qu'on forme des psychologues, des psychiatres, mais on se sent bien seul. On a des cas de violence incroyables dans nos établissements. Qu'est-ce qu'on fait? On les emmène au CHU pour une situation d'urgence. Ils sont gardés 3-4 heures. On vous les redonne. Ils sont soi-disant stabilisés face à une urgence. Ils reprennent une crise, on les ramène encore à l'hôpital, on lui dit bah, attendez, on les a déjà vus, on ne sait plus faire. On va dans des hôpitaux spécialisés, il y a peu de lits. Qu'est-ce qu'on en fait? On vous les renvoie. Et on est dans un problème après ça de personnes et d'agents, d'associations qui se mettent même en déport parce qu'ils estiment qu'ils sont eux-mêmes en danger et qu'ils ne sont plus en situation de garantir la sécurité dans les établissements dont ils ont et vis-à-vis des enfants dont ils ont la charge. Voilà la situation. Donc il faut que l'État donne les moyens des objectifs qu'il fixe. Et lui-même ne se défausse pas sur les responsabilités qui sont les siennes. Et le soin médical, notamment psychique et psychiatrique, c'est évidemment, c'est la relève de sa responsabilité. Alors, évidemment qu'on a... Si vous permettez juste une petite interruption, mais en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur la situation extrêmement difficile de certains départements, ce dont je ne doute pas, vous les estimez à combien? Moi, je pense qu'il y a une quinzaine de départements qui sont en situation vraiment compliquée. D'ailleurs, j'ai demandé au gouvernement à ce qu'on puisse regarder leur situation, qu'il y en a un accompagnement, parce que, évidemment, il y a la question conjoncturelle et une question structurelle, mais aussi il y a ceux qui ont eu un endettement pour lequel l'État les a appelés à participer. Oui, mais ça, j'attends des précisions sur la méthode. On m'a annoncé qu'on prendrait en compte la situation singulière des départements qui sont... Mais je n'ai absolument pas actuellement de réponse concrète. Et là, ils vont rentrer dans les budgets. Il y a des départements, je vous dis celui des Ardennes par exemple, il est en marge brute et nette négative. C'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens de faire face. C'est-à-dire qu'il est en déficit en termes clairs, avec les obligations. Bon, alors, dernière chose. Donc, à cela s'ajoutent des défis. Bon, ça, c'est la situation que nous connaissons tous sur la difficulté de faire face. Et donc, évidemment, quand vous avez des charges qui augmentent, dans mon département, je vous prends un exemple, 560 millions d'euros de budget, entre tout ça mis bout à bout, les augmentations imposées, les revalorisations salariales, le choc de la précarité, les allocations individuelles, l'énergie, l'inflation, c'est 30 millions d'euros supplémentaires. Très simple, je tiens les budgets à votre disposition. 30 millions d'euros supplémentaires.
Donc évidemment, avec une marge brute puis nette qui était de l'ordre de 40 millions, je m'inquiète. Surtout que j'entendais le gouvernement nous dire qu'il y aura une baisse de droits de mutation, un choc qui sera de l'ordre de 2, 3, 4%. Je n'y crois pas. Le choc sera beaucoup plus lent, mais violent. On ne connaîtra pas le choc de 2008-2009, où on a vu les droits de mutation qui s'étaient effondrés de 50%. Mais on aura une baisse tendanciellement assez forte, je crois. Taux d'intérêt, évidemment, difficulté d'accès au crédit. Vous connaissez la question du taux d'usure, etc., qui est là aussi avec une volonté de mettre un frein, évidemment, par rapport à l'inflation. Et ça, le gouverneur de la Banque de France ne reviendra pas là-dessus. Donc, difficulté d'accès au crédit, tension dans les budgets des ménages, et puis, évidemment, la question du caractère anxiogène de la situation qu'on vit, qui ne vous engage pas forcément à aller faire des acquisitions. Et puis, les investisseurs, le FSG, qui pourront plus mettre en location dans les 2 ans qui viennent. Enfin, on a quand même une série d'indicateurs qui nous montrent, et d'ailleurs, on le ressent dès maintenant, on a un fléchissement des droits de mutation. Donc, une période de forte tension sur la dépense, période de baisse des droits de mutation qui va arriver. Moi, je l'estime dans mon département à 20%. En plus, vous avez plus de marge de manœuvre financière puisque vous n'avez plus d'autonomie. L'effet ciseau, il va. Donc la situation non seulement n'est pas bonne, mais je crains une dégradation très forte. Vous savez, moi, j'étais parlementaire, j'ai été membre d'un gouvernement. Je ne cherche pas à faire du lobby. Quand on est face à une crise de telle ampleur dans un pays, tout le monde doit se mettre en situation de responsabilité. Je vous dis une situation, mesdames, messieurs les sénateurs, qui est une situation clinique. Et moi, je tiens mon budget, les budgets des départements à votre disposition. Cela dit, en plus, on a des nouveaux défis de changement climatique pour lesquels, paradoxalement, nous nous retrouvons là aussi en première ligne. Nous sommes les premiers financeurs des services départementaux d'incendie et de secours. Vous imaginez le choc, les feux de forêt. Auparavant, on avait nord-sud, le nord descend dans le sud. Aujourd'hui, vous avez vu des feux de forêt dans le Morbihan, des feux de forêt dans le sud-est, des feux de forêt en Gironde, des méga-feux, comme on a appelé, des feux de forêt dans l'est de la France. Donc, évidemment, la dimension zonale de l'organisation reprend tout son sens. Et donc, il va falloir faire des investissements pour prépositionner. J'ai envoyé une mission flash, vous le savez, sur ces sujets, qui a bien travaillé avec Jean-Luc Glaise, évidemment, et qui a travaillé, enfin Pascal Martin aussi le sait. Donc cette mission a rendu ses conclusions, on voit bien que là aussi on va être à un choc. Alors aussi on est dans une situation paradoxale, il faut qu'on mette les choses à plat. Quand j'entends le ministre de l'Intérieur nous dire les départements ne donnent pas la taxe des assurances, ne reversent pas la part de taxe des assurances qu'ils ont sur les SDIS, mais franchement c'est un gag. C'est un gag. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on se souvient de l'histoire de la constitution du versement de la taxe? On a voulu lui faire tous les jeux. Il y avait d'abord le remplacement de la vignette, il y a une partie des dotations, puis après il y avait une partie effectivement dédiée. Alors moi, il veut que je remette exclusivement toute la taxe. Très bien. La part dédiée pour les SDIS dans mon département, c'est 8 millions. Actuellement, l'an prochain, je vais mettre 21 millions. On ne verse pas la taxe. Alors la vraie question, c'est comment on fait contribuer aussi les communes et comment l'État se montre solidaire. Il y a eu, le chef de l'État a annoncé 150 millions d'euros pour l'investissement. Il faut qu'on soit aidé sur l'investissement. Puis il faut qu'on soit aidé aussi sur le financement. Donc on a demandé un fonds d'investissement, les 150 millions à l'échelle d'un pays. J'ai regardé. Bon, c'est bien, non, franchement, c'est bien. Mais est-ce que c'est à la hauteur du défi du changement climatique et des feux de forêt qui nécessitent des moyens? Je vous le dis assurément non. Donc nous sommes en première ligne sur ce sujet. Et en plus, le paradoxe, c'est que nous sommes devenus là aussi les premiers financeurs. On paye plus de la moitié de la charge des SDIS, l'autre moitié se partageant avec les communes. Mais quand vous avez des communes qui sont importantes et des métropoles, vous avez un mécanisme de plafonnement à l'inflation. Bon, donc ça veut dire que tout effort différentiel est supporté par le département. Voilà ce que ça signifie. Donc, changement défi numérique. J'ai vu le débat sur l'IFER. Je suis choqué par ce qui s'est passé sur l'IFER. Franchement, l'IFER photovoltaïque, avoir des compétitions qui se livrent entre niveaux de collectivité, je ne sais pas si c'est un niveau de collectivité d'ailleurs, les communautés de communes qui ont mené l'offensive pour avoir la partie de l'IFER de la portée de 50 à 30, est-ce que l'IFER a vocation à être supprimé pour les départements?
Franchement, qui a déployé la fibre dans beaucoup de départements français? Qui l'a déployé? Qui a fait l'environnement? Donc la part de réduction de l'IFER, je trouve que c'est scandaleux, parce que c'est un mauvais signal. Le Sénat s'est bien tenu, mais malheureusement, la CMP... Ah non, non, je vous fais compliment, moi je salue la qualité des relations que nous avons de travail avec le Sénat. D'ailleurs, si vous n'étiez pas là, je crois que les départements ne seraient pas là et que la France se porterait très mal, encore plus mal. Voilà ma conviction profonde. Donc voilà, on a donc le schéma, on a donc le défi de la transition numérique aussi à faire, qui va être, maintenant qu'on aura déployé la fibre, et là aussi on est en première ligne. 30% de notre temps d'agent aujourd'hui est consacré à aider les familles en précarité ou en difficulté par rapport au numérique. Pour terminer, la vraie question qui est devant nous, au moment où on parle de décentralisation, et je termine, hein, je vous promets, la vraie question qui est devant nous, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut pour la France avec de formidables mutations, un choc financier, énergétique, alimentaire, qu'est-ce qu'on veut? On veut agir efficacement pour les Français? Quel est le bon niveau pour agir efficacement pour les Français? Moi, j'ai fait 103 propositions qui émanaient du terrain. J'ai demandé à tous les départements de me dire comment on peut agir mieux. Comment simplement on peut agir mieux? Alors effectivement, je partage votre sentiment. On a des débats, nous aussi, au sein du département de France, hein, selon les situations. Il y en a qui sont restés sur le schéma bloc de compétences, ressources y afférentes. Je n'y crois plus à cela. Parce que le bloc de compétences, aujourd'hui, nous engageons toute une vision à 360 degrés. Quand vous parlez de l'enfance, vous parlez évidemment d'une compétence, responsabilité pénale du président de département, mais vous parlez de la justice, vous parlez de qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui commettent des actes violents, coups de couteau, etc. Qu'en fait la justice? Les centres éducatifs fermés, etc., les médecins, la psychiatrie. Vous avez une vision à 360. Est-ce qu'on est armé pour avoir de véritables chefs de fila? Vous avez vu la difficulté qu'on a eue simplement dans les gestions de collèges pour faire passer dans la 3DS le fait qu'on puisse avoir un pouvoir d'injonction sur les gestionnaires de collèges. Et ça finit par quoi? Vous l'avez voté, législateur. Et ça se termine par un guide dans lequel on a toutes les difficultés à le mettre en place sur le terrain, par un guide de bonne pratique. Alors, et simplement pour dire aux gestionnaires, nous voulons avoir plus de 50% d'achats d'alimentation, de produits de proximité dans nos cantines, avec l'argent qu'on met pour le repas à côté des familles. C'est incroyable. Regardez, sur les EHPAD, on nous dit, vous ne contrôlez pas. Attendez, qu'est-ce que vous faites sur un directeur? Quel est le pouvoir d'injonction sur un directeur? On paye le prix de journée, on n'a aucun pouvoir d'injonction. Rien. Aucun pouvoir pour le nommer. Et souvenez-vous, pendant la pandémie, le président de département n'arrivait même pas à avoir l'information du nombre de décès à l'intérieur d'un établissement. Enfin, est-ce qu'on peut fonctionner comme ça dans le pays, alors que nous sommes en charge de l'accompagnement et du prix de journée? Bon, donc il faut être très concret là, dans cette affaire. Puis quand je vois les revendications, il faudra qu'on se mette au clair. Le tourisme, c'est une compétence partagée. Est-ce qu'on a besoin de schémas touristiques régionaux pour dire ce qu'on doit faire en matière de touristique dans le département de la Côte d'Or? Je viens de créer une marque. Oui, beaucoup de départements créent des marques. Est-ce qu'on va avoir sur l'échelon régional une nouvelle tutelle dans laquelle on va nous dire voilà ce qu'il faut que vous fassiez? C'est une vraie question de fond. J'aime les régions. Je les ai même moins grandes. Bon, maintenant le constat il est là. Bon, mais cela dit, qu'est-ce qu'on fait? Dans le sport, compétences partagées, c'est nous qui sommes en première ligne pour le sport pour tous, sport handicap, etc., qui aidons les associations sportives. Songez qu'au niveau de l'Agence nationale du sport, on n'est même pas membre du bureau. On trouve ça normal? Je l'ai dit à son président. Je lui ai dit, il faudra faire évoluer les choses. Sinon, on ne payera plus. Vous avez également dans les schémas du sport, ils sont territoriaux, maintenant territorialisés à l'échelle de la région. Donc l'État s'adresse à la région et ensuite c'est la région qui fixe le périmètre et qui nous dit maintenant faites comme on vous a dit. Les espaces naturels sensibles, c'est la même chose. Est-ce qu'on va régler? Vous avez vu les problèmes de bassines, etc. On a un choc climatique. Vous croyez qu'on va régler ça depuis Paris ou depuis localement les régions? C'est en proximité que tout ça, dans un dialogue constant avec la population, et le bon échelon pour agir, c'est les départements. Puis je terminerai par un autre exemple. Regardez, je suis propriétaire, au titre du département de la Côte d'Or, d'une ressource en eau qui représente 30% de la consommation d'eau de la métropole dijonnaise, enfin métropole entre guillemets dijonnaise.
Songez, j'ai le droit de produire de l'eau brute, je n'ai pas le droit de produire de l'eau potable. De la produire. Mais comment vous allez expliquer ça? Du coup, comme aucun syndicat n'a la taille pour reprendre l'exploitation et puis la distribution à proximité, on se retrouve avec une ressource d'eau que nous ne pouvons pas mobiliser. Alors j'ai entendu le président du Sénat, je suis content que ça évolue. Dire, voilà, il faudrait que ce soit une compétence optionnelle, après tout en accord avec un syndicat. Si un département veut s'engager pour accompagner la profession agricole, pour faire des réserves stratégiques, et s'engager pour accompagner la coordination de la production, en tout cas de la production d'eau à l'échelle d'un département, ben pourquoi on nous empêche de faire? Au nom de quoi? Surtout que nous sommes un des principaux financeurs de l'eau aux côtés des agences de l'eau. Donc d'un côté, on vient y chercher en financement, et on ne nous donne pas les moyens de déterminer, en lien avec l'État et en lien avec nos partenaires, régions et maires, une politique départementale. C'est là où on rentre dans un univers d'incompréhension totale. Donc on est à la fois des injonctions nationales, il y a une amélioration du dialogue avec le gouvernement, mais enfin il y a quand même une technostructure qui reste stable. J'ai été ministre de la fonction publique, je vois à peu près comment ça fonctionne. Et le changement de ce point de vue est devant nous, hein, il est toujours devant. Sur les relations avec la technostructure. Bon. Et puis, on est confronté avec un échelon régional qui, aujourd'hui, n'a pas la capacité à faire sur le terrain et qui, donc, décide du cadre général sur lequel on intervient. Donc, il va falloir bouger ce cadre. Sans quoi, vous savez ce qui va se passer? On va rentrer dans un royaume... On va avoir un double effet. Et je termine là-dessus vraiment. Le premier effet, c'est les conséquences de l'absence d'autonomie financière et donc, effectivement, l'étranglement des départements. Première victime, ce sera l'investissement. Et l'investissement, précisément, qui est un investissement territorial, ISE, c'est-à-dire en direction du monde rural pour l'essentiel. Et puis la deuxième conséquence de cette situation, c'est qu'on entrera dans l'inertie. Quand le gouvernement nous dira « faites », nous ne ferons pas. Quand il lancera des appels à projets, nous n'irons plus. C'est ce que j'ai expliqué au gouvernement. Vous pourrez avoir toutes les idées que vous voudrez. Vous irez chercher les acteurs qui iront s'engager parce qu'ils n'auront pas ni la compétence reconnue pour faire, si ce n'est par l'injonction. Bah oui, l'injonction, c'est le déni de la compétence, évidemment. Et donc et puis les régions qui se livreraient au même exercice. Donc voilà, c'est ce cadre-là qu'il faut réfléchir. Et prendre point par point, c'est les empêchements d'agir. C'est ça, sans quoi, je vous assure, on va rentrer dans une période de grande turbulence territoriale. On a connu la crise des Gilets jaunes. Si la situation se poursuit sans qu'on apporte des réponses concrètes aux départements pour agir aux côtés des Côtes d'Orient comme aux côtés de tous les départements français, eh bien, je peux vous dire qu'on ira vers des mouvements incontrôlés, des violences infrafamiliales ou des violences périphériques. Hein, on en connaît de plus en plus dans tous les départements. Et je crains fort une montée de ces violences. Voilà, je vous le dis en toute sincérité, puis je vous remercie vraiment d'organiser régulièrement des rencontres avec les acteurs de terrain que nous sommes, parce que mais je sais que vous connaissez ces situations bien, vous êtes sénateurs et sénatrices, mais en tout cas, ça vaut le coup qu'on croise notre appréciation de la situation pour qu'on essaye d'agir mieux au service de nos compatriotes. Et dans toute réforme, il faut qu'on se pose cette question. Est-ce que le système qu'on met en place, il est efficace ? Est-ce qu'on s'en assure? Et moi, j'accepte qu'on vienne tester nos capacités à faire, qu'on vienne nous évaluer, mais qu'on nous laisse faire, agir. Merci, Monsieur le Président, pour ce propos qui, je crois, enfin, je suis même sûr, rejoint la philosophie du Sénat. Alors, rapidement, avant de passer la parole à mes collègues, en écho à ce que vous disiez, moi je salue l'effort unique de péréquation qui a été fait par les départements à partir des MTO. Voilà. Si on applique le principe « aide-toi et le ciel t'aidera », je pense que l'État doit prendre en considération ce que vous avez fait qui est assez unique. Alors, j'ai une question un peu générale. Sur donc, le transfert de compétences et l'évaluation du coût du transfert. Parce qu'il peut y avoir transfert dans un dialogue à condition qu'on ait le juste prix, si je puis dire. Et le juste prix évolue. Donc nous, ce que nous avions intégré dans les 50 propositions en faveur des libertés locales que le gouvernement
n'a pas souhaité retenir, c'était une sorte de clause de revoyure pour une évaluation du coût de la compétence transférée, alors même qu'entre le moment où elle a été transférée et le moment où on fait l'évaluation, il y a eu des imputations de décisions qui sont des décisions nationales et que vous devez prendre en compte et que vous alimentez avec votre budget. Donc ça, cette clause de revoyure pour l'évaluation, voilà, c'est la première chose. Deuxième question autour des SDIS. Les SDIS, c'est un sujet, vous en portez la responsabilité. Moi, quand j'entends les communes dire qu'elles aussi, très impactées par toutes leurs dépenses, se retrouvent à financer un peu plus de 40%, c'est un sujet. Que les départements soient amenés à dire aux communes, bah, écoutez, nous, on va augmenter votre contribution. Moi, j'entends bien, il ne s'agit pas d'opposer les uns et les autres. Mais le SDIS, la sécurité incendie, c'est une compétence régalienne. Donc, ne faudrait-il pas que l'État, même s'il transfère l'opérationnalité, et moi je trouve que vous êtes extrêmement opérationnel, il garantisse la sécurité incendie comme aujourd'hui l'État assure, en tout cas, l'essentiel de la sécurité intérieure et que la police municipale a un rôle complémentaire, mais on ne confond pas les choses. Donc je pense qu'il faut, en tout cas, quand on parle du financement des SDIS et l'augmentation du coût des dépenses, il faut rappeler à l'État que c'est d'abord une compétence régalienne. Et puis, dernier point, que mes collègues aborderont aussi, dans nos 50 propositions en faveur des libertés locales, donc nous avons souhaité reconnaître la capacité des départements à agir dans le médico-social. Je vais dire un mot sur ce que vous avez dit sur les gestionnaires de collèges et de lycées. On a inventé en 2022 la possibilité d'une convention, possibilité qui existe depuis 1984, date du transfert des personnels. Et j'ai demandé à l'époque à Jacqueline Gouraud, ministre de l'Éducation nationale, faites-moi un état du nombre de conventions qui ont été signées entre un département et un gestionnaire de lycée. Eh bien, personne ne sait. Donc on réinvente un truc qui date de 40 ans, qui est une très mauvaise invention. Donc nous poursuivrons là-dessus. Et puis, nous avions beaucoup parlé de la médecine scolaire. La médecine scolaire est aujourd'hui extrêmement indigente et elle est inopérante, puisque je le dis avec beaucoup d'amitié et de reconnaissance des personnels. Aujourd'hui, les infirmières scolaires et les médecins scolaires sont plutôt des auto-entrepreneurs parce qu'ils doivent intervenir en urgence partout. Et ils diagnostiquent, mais ils n'ont pas les solutions opérantes. C'est vous qui les avez. Donc, sous réserve, naturellement, que les départements l'apprécieraient, sous réserve d'une évaluation du coût du service exigé et du transfert de moyens, sachant qu'aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas le personnel ad hoc. Mais que pensez-vous de cette idée que nous, on a beaucoup défendue au Sénat, de confier au département le service de médecine scolaire? Vous avez la PMI. Nous proposons que le service de médecine scolaire qui permet à aucun enfant de passer sous les radars, c'est quand même un enjeu sérieux, aille jusqu'au lycée. Et puis, dernier point, c'est celui du handicap et des AESH. Aujourd'hui, l'État développe une politique d'école inclusive qui est parfois, je pense, un peu illusoire dans la capacité à faire. Bref, là n'est pas le sujet aujourd'hui, mais que aujourd'hui vous avez des départements via les MDPH qui font des prescriptions, l'éducation nationale qui doit mettre en œuvre mais qui n'a pas les budgets, voilà. Et puis vous avez le temps méridien où une commune de 200 habitants qui a occasionnellement un enfant handicapé qui doit être accueilli à la cantine doit trouver une personne 1h30 par jour. Infaisable, voilà. Donc moi, l'idée qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il est possible de réfléchir au fait que cette fonction qui est extrêmement importante, elle est liée au handicap et que les départements pourraient conforter cette fonction d'AESH, sécuriser, proposer des carrières à des personnels, quitte ensuite à mettre à disposition à titre payant, si je puis dire, ou à l'éducation nationale
ou aux collectivités du personnel. J'en ai terminé et vous êtes très sollicité puisque Thierry Cozic, notre collègue, a des questions. Didier Rambaud va faire cette première série. Pascal Martin et Céline Brulin. Merci, Monsieur le Président. Oui, merci. Et Didier, on va grouper avec mes questions. Merci. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, merci pour vos propos. J'avais deux sujets que je voulais évoquer avec vous. Le premier sur la décentralisation et repartir des propos du Président de la République lors de sa réception des maires à l'Élysée le 23 novembre dernier, qui a réaffirmé sa volonté de faire une vraie décentralisation. Il s'est dit favorable sur beaucoup de sujets à transférer la responsabilité, les financements et le pouvoir normatif. Mais il a indiqué en outre qu'il fallait engager un vrai débat en profondeur sur la répartition des compétences entre l'État et les collectivités. Ce chantier, il a promis de l'engager au premier semestre 2023. Alors déjà en 2020, l'AMF, Région de France, et vous-même, l'ADF, réunis sous la bannière Territoire Uni, plaidaient pour une grande loi de décentralisation. Vous demandiez une véritable loi de décentralisation, une très grande loi de liberté, pour plus de liberté locale, pour plus d'efficacité. C'est vrai qu'on sort la loi 3DS a été adoptée en février 2022. Ma question, c'est est-ce qu'elle n'avait pas cet objectif? Et qu'est-ce qu'il faudrait de plus aujourd'hui si l'on considère que cette future loi sur la décentralisation, pour qu'elle devienne une très grande loi de décentralisation? Ça, c'était le premier sujet. Le second sujet, vous avez évoqué la question des finances des départements qui étaient en difficulté. Moi, je voudrais revenir sur vos propos dans l'interview que vous avez donnée à la Gazette des communes le 13 octobre dernier. Vous aviez déclaré faire de votre ligne rouge. Alors, j'ai compris que c'était sur les droits de mutation. Là, c'était sur les contrats de Cahors, tout en déclarant être prêt à une participation de tous les départements à la trajectoire en volume et non en valeur, avec une réduction de nos dépenses de 0,5% par rapport au niveau d'inflation. Au regard des difficultés que vous avez soulignées dans nos collectivités, je sais que vous ne l'ignorez pas avec les exemples que vous avez donnés, j'ai le sentiment que cette approche semble peu aux prises avec les réalités territoriales que nous remontent les élus dans les territoires respectifs et que vous avez très justement pointé. Votre déclaration, je pense singulière, vous place à ce titre le seul président d'association d'élus acceptant ce dispositif. Et pensez-vous que cette position principielle soit en adéquation avec l'autonomie financière que vous appelez pourtant de vos voeux dans cette même interview? Merci. Didier Rambaud. Merci. Merci Madame la Présidente. Alors moi c'était une question effectivement sur le devenir des départements et surtout quelles finances demain pour les départements. On a eu il y a quelques semaines en commission des finances du Sénat une communication de la Cour des comptes sur le financement des collectivités territoriales avec des scénarios d'évolution. J'en ai retenu deux idées fortes qui me séduisent, je ne vous le cache pas, et donc je voulais un peu avoir votre avis. La première, c'est de dire qu'il faut simplifier l'impôt local avec un pouvoir de taux à un seul niveau de collectivité et en supprimant surtout les multiples affectations. En clair, ça veut dire l'impôt local, l'impôt résidentiel, c'est pour la commune. Et la deuxième idée forte, c'était simplifier aussi le partage de la fiscalité nationale avec une fraction unique par impôt et par niveau de collectivité. En clair, pour les régions, c'est l'impôt économique et pour les départements, serait sûrement une part de TVA et d'impôt sur le revenu. Donc je voulais savoir, vous, quelle est votre réflexion par rapport à ces propositions de la Cour des comptes. Et puis, enfin, revenir sur les DMTO. Effectivement, elle a un inconvénient, cette recette, c'est qu'elle est très volatile. Voilà. Donc, ce serait dangereux on considère pour les départements que c'est une recette intouchable, incontournable et autres. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi revoir peut-être le versement de l'affectation de ces DMTO autrement qu'actuellement je ne sais pas, alors peut-être affecté aux communes, voilà, qui libérerait, voilà, et qui donnerait au département la possibilité d'avoir d'autres dotations. Merci. Président, donc soit on pose toutes les questions et vous y répondez, ce qui peut être bien. Pascal. Ok.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, Et Céline. Cher François, moi je me réjouis de cet échange de ce matin qui permet de rappeler, mais les collègues sénateurs le savent très bien, que le Conseil départemental et la solidarité de proximité, celle des solidarités sociales et territoriales. Ça a été extrêmement bien rappelé il y a quelques instants. Moi, j'avais deux remarques ou deux questions. La première sur la gestion, les exemples que le président Sauvadet a évoqués tout à l'heure, qui pour certains d'entre eux manquaient cruellement de bon sens. Moi, je voudrais savoir s'il y a aujourd'hui une évaluation de cette compétence transport qui a jusqu'alors marchait bien, qui était de la compétence des conseils départementaux, qui a été transféré, transport scolaire, pardon, oui, les transports scolaires, qui a été transféré à la région, à l'exception du transport scolaire des jeunes en situation de handicap, qui reste de la compétence des conseils départementaux. Et quand j'exerçais ces belles fonctions de président de département, j'ai eu l'exemple de plusieurs familles qui se retrouvaient dans une situation où il y avait plusieurs enfants, dont certains dépendaient de la région et d'autres du département, donc c'était devenu inextricable. Donc est-ce qu'il y a aujourd'hui une évaluation de ce transfert de cette compétence qui manque à mes yeux cruellement de bon sens? Et puis la deuxième chose, la présidente en a parlé, et un sujet qui m'est également cher, c'est celui du SDIS. Faut-il le rappeler, c'est certes un établissement public, mais dont la présidence du conseil d'administration est de droit présidé par le président du conseil départemental, et on se retrouve dans une situation ubuesque où cet établissement public est quasiment le seul placé sous une double autorité, celle du président pour tout ce qui concerne la gestion administrative et financière, et puis pour la gestion opérationnelle, le représentant de l'État, à savoir le préfet. Mais on sait aujourd'hui que le financement des SDIS est exclusivement porté par les conseils départementaux d'une part, et par les communes et les intercommunalités d'autre part. Ce n'est pas les 150 millions d'euros qui vont alimenter les SDIS en investissement qui suffiront. 150 millions divisé par 100 départements, j'arrondis, ça fait 15 millions. Quand on connaît le prix des matériels incendie, c'est quasiment une misère que ce qui est proposé. Donc, est-ce qu'il ne faudra pas un jour poser réellement la question du statut juridique des SDIS pour qu'enfin il y ait une seule autorité qui gère l'ensemble de cette compétence? Merci. Monsieur le Président, qu'on va faire une pause parce qu'on a encore grand nombre de questions. Donc si Céline, soit Céline, tu te raccroches à ce trio, soit tu fais le trio. Oh, elle est formidable, donc je vais abuser de mon autorité. Donc faisons réponse à ces trois questions, si vous le permettez, enfin à ces trois questionneurs, et nous avons ensuite à nouveau trois demandes d'intervention, Monsieur le Président. Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente, sur le juste prix quand il y a des transferts de compétences, on vient de vérifier dans un domaine encore récemment, c'est sur lui des transferts des routes nationales, la complexité de la situation. Enfin, franchement, on nous demande un accord de principe. Et on nous dit il faut que vous ayez décidé de ce transfert. On en connaissait l'armature puisque ça renvoie déjà à d'autres transferts précédents sur le mode de calcul. Mais en tout cas, pour l'instant, ça n'avance pas beaucoup. Hein. Et puis, vous voyez déjà les premières conséquences de l'effet ciseau, c'est qu'il n'y a plus que 15 départements français qui aujourd'hui ont fait acte de candidature pour voir le transfert des routes nationales. C'est selon moi un double indicateur, d'abord de la difficulté de la méthode mise en place par le gouvernement. Moi, je souhaite récupérer une autoroute, je n'ai toujours pas les éléments constitutifs du transfert, alors que j'ai dû délibérer. Bon, je la souhaite, cette autoroute, parce que c'est un enjeu majeur dans mon département. Je veux bâtir sa gratuité, parce que c'est un déplacement pendulaire, donc je ferai l'effort. Mais je sais que c'est un effort qu'il va falloir maintenant mesurer concrètement. Donc, vous voyez, problème de méthode, problème d'effet ciseau. Moi, je suis d'accord avec votre analyse, Madame la Présidente Gatel, quand vous dites qu'il faudrait transférer médecine scolaire, AESH, etc., redonner un peu de sens. Le problème qu'on a aujourd'hui, les départements n'en veulent pas. Pourquoi? Ce n'est pas parce que ce ne serait pas bien pour la France, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'assurance d'une étude d'impact et des conditions du transfert. Aujourd'hui, on a déjà beaucoup de difficultés pour recruter des médecins de PMI. La situation scolaire, vous l'avez dit, elle est indigente, vraiment, franchement. Et donc, évidemment qu'il faudra redonner de la cohérence. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une vraie mission avec une étude d'impact et une clause de revoyure.
Et ensuite qu'on se fixe un cap atteignable. On peut là aussi innover. Vous savez, on a des infirmières en pratique avancée. Par exemple, nous, tous mes enfants sont vus dans mon département, les enfants du département sont vus par nos services de PMI. Maintenant, ils sont vus aussi par des infirmières à pratique avancée. Et s'ils décèlent une difficulté, c'est le médecin qui intervient. On essaye d'optimiser pour avoir une réponse maximalisée, enfin généralisée. Tous les enfants sont vus avant 4-5 ans. Ensuite, on les perd, ces enfants-là. On ne les retrouve que lorsqu'ils sont en situation détériorée ou confiés par le juge ou par décision administrative. Et puis après, on les retrouve à 25 ans. Donc, maintenant, il y a eu une évolution pour les 18-21 ans, etc. Enfin, bon, j'y reviens pas. Mais vous voyez, on les retrouve après au RSA. Donc, il y a des trous dans la raquette. Il faudrait qu'on ait une cohérence pour qu'on puisse suivre les publics, tout simplement. Bon, mais maintenant, dans le contexte actuel, vous savez, les départements ne sont pas prompts à reprendre des charges dont il ne serait pas vérifié qu'elles seraient supportables et compensées. Surtout que d'expérience, on nous transfère les difficultés et on ne nous transfère pas les moyens qui vont avec. Sur la difficulté, vous le disiez aussi sur la loi, sur l'application de la loi, effectivement, sur l'aspect conventionnel lycée-collège, on voit qu'on est face à des difficultés, mais c'est aussi simplement l'application de l'esprit de la loi. Aujourd'hui, vis-à-vis des gestionnaires, on a un guide, mais je veux dire, il n'y a pas d'empressement à mettre en place le guide, donc pour qu'on puisse avoir un pouvoir d'autorité sur les gestionnaires. Moi, je vais le faire dans mon département, j'irai jusqu'au bout de la démarche, et d'ailleurs, si vous le voulez, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous rendrai compte des conditions dans lesquelles l'application de la loi se fait dès lors que l'administration tente d'en ajuster les contours à sa convenance, pour faire simple. Bon, et pour terminer, vous disiez sur le financement, je crois que ça rejoint la question de Pascal Martin, Madame la Présidente, sur le financement des SDIS. Je crois d'abord qu'il faut qu'on se remette à niveau. L'idée, c'est que chaque habitant contribue à due proportion par l'intermédiaire de sa commune à l'effort contributif des collectivités. Moi, je vous prends l'exemple, Dijon paye à la moitié de la population de mon département, je mets 21 millions, Dijon met 8 millions, parce qu'il y a eu un décrochage avec l'effort que les départements font, tout effort supplémentaire est pris en charge par les départements hors inflation. Donc voilà, ce qui fait que vous avez un décrochage, et donc à population égale dans un même département, vous avez un décrochage. Donc il faudrait qu'on puisse déjà se mettre au clair là-dessus entre collectivités. Et ensuite, vous avez raison, c'est une compétence d'État, la sécurité. Et donc là aussi, il faut que... Parce qu'on va avoir un décrochage en matière de sécurité civile. On va avoir de nouvelles fractures en matière de sécurité civile. Ça existe déjà, et moi je le vois poindre, et j'ai assisté d'ailleurs lors du congrès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers sur le fait que nous devons tout faire dans notre pays, et il appartient à l'État d'y veiller à ce qu'il n'y ait pas de nouvelles fractures dans la prise en compte de la sécurité civile selon le département qui auront les moyens ou non de faire face. Voilà pour le truc. Bon, Thierry, bonne question, hein. C'est quoi une vraie décentralisation? C'est d'abord nous permettre d'accomplir nos compétences dans de bonnes conditions. Moi, je ne demande pas... J'ai entendu, oui, c'est vrai que moi aussi, j'ai fait des déclarations sur il faut une vraie décentralisation. C'est quoi une vraie décentralisation? Il faut qu'on se mette aussi d'accord entre nous, régions, départements, intercommunalités. Je crois qu'il faut qu'on se parle franchement. Moi, je suis pour Territoires Unis. Pourquoi? Parce que Territoires Unis, on se retrouve sur l'essentiel. On se retrouve pour dire ensemble qu'il faut des libertés locales pour agir mieux pour les Français. Parce qu'on agit mieux en proximité qu'on agit au plan national. Et que c'est le plan national, l'État, qui doit nous assurer la capacité à répondre aux problématiques des Français. Et on ne traitera pas les problèmes de Seine-Saint-Denis comme les problèmes de la Creuse. Pourtant, ce sont les mêmes difficultés à vivre pour les gens, mais avec des conditions différentes d'environnement. C'est ça, et l'État doit garantir cette équité, cet équilibre territorial, cette équité territoriale. C'est ça la vraie décentralisation. Or, ça n'est pas fait. Donc moi, je pense qu'il faut réfléchir bloc de compétences par bloc de compétences, redonner de la cohérence, et ça rejoint la question de Pascal Martin, monsieur le sénateur, quand on parle des transports scolaires. Mais enfin, franchement, dans quel système sommes-nous? On veut garantir la présence de nos collèges. Pour garantir la présence de nos collèges, qui se joue parfois à quelques élèves, vous le savez, nous assurons la sectorisation. On tape à la porte de la région, il faut nous assurer du transport scolaire. On n'a pas la capacité à mettre en place le transport scolaire. La région nous dit « ça me coûte trop cher, je ne fais pas ». Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, incompréhension totale de nos compatriotes qui me disent « mais je ne sais pas qui est responsable ». Je n'emploierai pas le mot, parce que j'ai trop de respect pour la représentation parlementaire, pour employer le mot qu'on nous dit en nous disant « débrouillez-vous entre vous ». On ne peut pas le savoir, nous. Et donc voilà, on est dans des situations incompréhensibles. En même temps, on a le transport du handicap.
Et en même temps, on pourrait voir, parce que le handicap, c'est du transport qui peut être décalé, on pourrait donner de la cohérence dans les déplacements pour que la personne fasse du transport scolaire, travaille jusqu'à midi, 13h, puis après un autre reprend le relais pour avoir des postes constitués. Pas possible. Est-ce qu'on reste dans cette situation? Alors les régions nous disent, je ne touche pas à mes transports. Très bien, je ne touche pas à mes transports. Mais on est dans une incompréhension du peuple. Et après, on s'étonne de la colère qui s'exprime dans les urnes parce qu'il y a de l'incompréhension la plus totale. Au quotidien, dans leur vie. Voilà ce qu'il faut qu'on simplifie. Ensuite, les contrats de Cahors. Moi, j'étais hostile au contrat de Cahors. Je vous l'ai dit, je ne les ai pas signés. J'observais que certains étaient hostiles, ils les avaient signés. C'est la liberté locale. Comme je la prône de manière permanente, je ne ferai aucun commentaire, si ce n'est celui que je me réserve à moi-même. Donc, contrat. Après ça, moi, je suis un responsable politique, comme vous. La situation dans notre pays, elle est gravissime. Qui en est responsable? Il faut arrêter les dépenses. Encore, j'entends des chèques distribués, etc. Bon, c'est la décision du gouvernement, mais enfin, franchement, à un moment donné, stop, quand même. Il va bien falloir regarder les conséquences et les effets de tout ça. Simplement, ce que je dis, c'est que l'ensemble de notre pays peut être confronté à d'énormes difficultés si on n'adresse pas des signaux pour rassurer les marchés financiers. Vous le savez, je le sais. Donc, je sais que les collectivités territoriales ne sont pas responsables de cette dégradation de la finance publique, et je renvoie chacun à ses responsabilités, je m'arrêterai là. Mais cela dit, en responsabilité, si on me dit, voilà, il faut adresser un signal aussi que nous allons maîtriser la dépense publique, comme responsable politique, oui, je dis qu'il faut maîtriser la dépense publique parce qu'on ne pourra pas tenir dans la durée avec à continuer à dépenser plus, dépenser. Donc c'est à la fois un langage de responsabilité. Comment est-ce qu'on le bâtit? On le bâtit comme le Sénat l'a proposé. Pas simplement, moi je ne serais pas allé jusqu'à un effort équivalent, mais un effort proportionné. C'est-à-dire que l'effort demandé à l'ensemble des collectivités, comme témoignage au peuple qu'ils souffrent, mais que nous aussi, on en a conscience, qu'on ne veut pas augmenter la dépense publique, mais qu'on veut la réorienter en leur direction pour plus d'efficacité. C'est la question de fond. Donc moi j'ai dit oui pour la trajectoire, oui, parce que je ne veux pas la situation allemande où on s'est retrouvé en Allemagne avec des difficultés pour avoir accès à des financements sur les marchés financiers. C'est pas simplement Bruxelles, c'est aussi les marchés financiers. Donc je dis, moi je suis prêt à en discuter. Mais attention, on va en discuter sérieusement. Ne nous demandez pas de mettre le pied sur l'accélérateur de la dépense pour faire face aux difficultés des Français, et en même temps de mettre le pied sur le frein de la dépense en nous la contingentant. J'ai demandé plusieurs choses. D'ailleurs, j'espère compter sur votre appui. Première chose, toutes les dépenses non pilotables dont nous ne mesurons, dont nous ne sommes comptables, ni de leur montant, ni de leur volume, c'est-à-dire toutes les AIS, doivent être sorties du jeu. Enfin, ce serait incompréhensible qu'on nous demande un effort sur des AIS dont nous ne fixons pas le montant, les allocations individuelles de solidarité. Deuxièmement, j'ai mis en garde le gouvernement. Je souhaite qu'on aille au-delà. Je ne sais pas s'il ira. Tout ce qui est contractualisé, les plans pauvreté, les plans que nous faisons en lien avec un regard croisé, où d'ailleurs l'État nous appelle aussi sur ses propres politiques. Est-ce qu'on met ces sommes contractualisées? Je parle sur le champ social. Je ne parle pas après sur d'autres sujets d'infrastructure, etc. On n'y va pas, c'est un autre sujet. Mais sur le champ social, est-ce qu'on impose un contingentement sur le champ social, hein, alors qu'on a un regard croisé? Vrai sujet. Moi, je leur ai dit, attention au gouvernement. Les départements ne s'engageront plus dans de la contractualisation à cause des coûts financiers, et puis aussi si vous les faites rentrer dans le contrôle des dépenses. Troisième chose, elle a demandé qu'on ait des clauses de revoyure, c'est-à-dire j'ai discuté avec le gouvernement, qu'on ait une clause de revoyure en 2024, c'est-à-dire qu'on regarde le niveau d'inflation réel autour duquel s'appliquera les 0,5. Et ensuite qu'on ait une conception non pas individualisée du contrat, mais qu'on ait une conception collective du contrat, c'est-à-dire que la masse des dépenses du département devra être 0,5 en dessous de l'inflation, c'est l'effort contributif qui semble acceptable, en tout cas qui est proposé par le gouvernement. Voilà les contrats. Donc ce n'est pas un contrat. C'est un engagement, ce n'est pas la même chose. Je ne signerai aucun contrat, je vous rassure, parce que pour moi, je n'accepte pas la mise sous tutelle. Je n'ai pas besoin d'un préfet pour me dire ce qu'il faut que je fasse. Le préfet il doit s'assurer de mon contrôle de légalité. J'ai la légitimité du peuple pour aller conduire les missions et j'ai des comptes à rendre à lui d'abord et ensuite au préfet. Moi, j'ai recruté un préfet à ADF pour bien m'assurer que le corps préfectoral évoluait. Mais voilà, un contrôle de légalité, voilà, c'est tout ce que je lui demande, ou d'évaluation. Bon, voilà, donc je suis au clair là-dessus.
Mais d'ailleurs, c'est le langage qu'a tenu aussi le Parlement, et notamment le Sénat. Moi, je me suis retrouvé dans ce que vous pensez. Alors, bien sûr que ce n'est pas partagé par tous les départements de France. Il y a un débat. Il y a un débat. Il y en a qui disent on ne veut rien entendre parler. Bon, très bien. Mais voilà, je pense qu'il y a une large majorité sur la ligne que je vous propose. Dernière chose. Voilà pour la trajectoire. Donc, on a le cause de Royure, 0,5 sur l'inflation, constat de l'inflation 2024, pas d'année blanche, prise en compte de l'année 2023. Enfin, bon, bref, vous connaissez ça par cœur. Simplifier l'impôt local, Didier. Bon, moi, je n'ai pas la solution aujourd'hui. Je vous le dis franchement, je n'ai pas la solution. Mais le mouvement qui consiste à dire on va vous donner des dotations de l'État et vous irez discuter avec l'État en permanence de vos budgets, ce n'est pas la liberté, l'autonomie dont je rêve pour nos collectivités. On a besoin d'un impôt avec une possibilité de taux. Voilà. Vous savez, il n'y a pas... moi, je ne sais pas, donnez-moi une possibilité d'une variation d'un taux. On avait demandé, par exemple, l'évolution des taux sur les droits de mutation. On nous l'a toujours refusé. Même de zéro, là, on nous l'a refusé. Voilà. Moi, ce que je pense dans son principe, puisque vous posiez la question, Didier Rimbaud, monsieur le sénateur, dans son principe, qu'il n'y a pas d'autonomie et de liberté locale sans autonomie fiscale. Sinon, vous allez taper la porte de l'État, il vous tient. Moi, cette histoire de transfert, je n'en peux plus, ces transferts. Alors évidemment, on est en train de discuter, etc. Moi, aujourd'hui, on a un problème. Comment est-ce qu'on a passé en 2008-2009, monsieur le sénateur, la grave crise financière que nous avons traversée avec une chute de moitié des droits de mutation? Parce que nous avions des leviers. On avait le levier du foncier bâti. Et on s'est dit, on va faire face tous ensemble. J'ai expliqué à mes compatriotes. Ils ont accepté cet impôt nouveau pour compenser et continuer d'agir. Moi, aujourd'hui, je fais quoi? Là, ça baisse, je fais quoi? Je viendrai vous voir en vous disant, j'irai voir le préfet, je vais lui donner les clés du département, puis je lui dirai, voilà, je ne sais pas faire, allez-y. Vous allez avoir du travail, monsieur le préfet. Voilà. Donc, on n'a plus de marge. Donc, il faudra qu'on réinvente une fiscalité dans laquelle nous avons un pouvoir de taux. Parce qu'en plus, cette idée selon laquelle l'argent vient d'ailleurs, ce n'est pas une idée saine en démocratie. Il faut connecter un impôt territorial avec une logique aussi de retour sur son impôt qu'on paye localement. Voilà, ça s'appelle droits et devoirs dans une société, ça s'appelle participation, etc. Voilà. Il faut le réinventer, parce qu'on a passé notre temps à le supprimer. Qui l'a voulu? Les collectivités locales? Non, l'État, l'État central. Parce que quand on vous tient par les finances et quand on vous tient par la compétence, qu'est-ce qui vous reste? On n'a pas vocation, je vous le redis, à être des sous-traitants de l'État. En tout cas, moi, je ne me suis pas engagé dans l'action publique pour être un sous-traitant de l'État. Je veux avoir la capacité à innover. Et on l'a prouvé. Voilà, pour les transports scolaires, puis je termine là-dessus, mais c'est franchement fou, je vous l'ai déjà dit. Franchement, il faut qu'on revoie ça. Enfin, surtout que tout cela se réglait en proximité avec les élus locaux, les maires, on a une adaptation et puis on essaye de faire en sorte que, selon la réalité territoriale, on adapte notre système de transport. Sans quoi, vous allez avoir des insatisfactions. Voilà, j'ai été trop long. Je vous prie de m'en excuser, Madame la Présidente. Alors, les AESH, pareil, oui. C'est le même principe que pour la médecine scolaire. Il faut vraiment qu'on soit au clair là-dessus et qu'on ne nous transfère pas des charges. On est bien d'accord. Je voudrais permettre à chacun de poser les questions, parce que je sais que les collègues ont d'autres rendez-vous. Non, mais c'est nous qui sommes passionnés par le sujet, donc trop long. Des collègues ont des réunions, doivent partir, et vous-même, c'est sur une contrainte. Donc, il y a 3 questionneurs qui sont les rois de l'efficacité rapide. Céline Brulin, Olivier Paco et Nadine Bellereau, qui sont de régions toutes superbes mais différentes et de départements voilà, différents également. Chère Céline. Merci, Présidente. Quel regard portez-vous, Monsieur le Président, sur les dispositifs gouvernementaux de soutien aux collectivités en matière énergétique? Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait réfléchir à des mesures d'ordre structurel, puisque cette crise, visiblement, risque de durer un petit moment? Autre sujet toujours en matière énergétique, il semblerait que les EHPAD ne soient pas considérés comme des établissements prioritaires dans les plans de délestage qui sont en train d'être élaborés.
Est-ce que vous confirmez cette hypothèse? Une ministre qui nous a récemment quittés avait remis sur la table, quitté politiquement parlant, s'entend évidemment, avait remis sur la table ici même la possibilité du conseiller territorial. Qu'est-ce que vous en pensez et quel lien y a-t-il à faire entre la situation d'asphyxie des départements que vous évoquez et le fait que ce conseiller territorial revienne sur le devant de la scène? Et enfin, est-ce que les départements de France sont en situation de faire un peu des projections sur la situation sociale à venir de nos concitoyens au regard de leur cœur de métier, je dirais, de l'action sociale, puisque tout montre que, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, y compris dans des gens qui appartiennent aux classes moyennes, il peut y avoir des situations sociales qui se dégradent terriblement et très rapidement. Merci. Céline, donc Olivier, oui. Puis Nadine. Merci à vous deux. Merci Présidente. Monsieur le Président, merci pour votre plaidoyer pour les départements. On est nombreux ici à être encore ou avoir été, moi je suis encore conseiller départemental. J'ai aussi été conseiller régional jadis, d'une petite région, c'était la Picardie. J'ai bien entendu que vous regrettiez certaines régions à taille humaine, bien équilibrées. Ma question, en fait, c'était celle de Céline sur le conseiller territorial. Le conseiller territorial, il n'est pas mis en place par une ministre, il était dans le programme du président de la République. Bon. Et alors, ma question, c'est, le conseiller territorial, je pense qu'il peut être utile. J'ai entendu de nombreux points de questionnement sur les relations avec la région dans votre exposé. Sur quelle base doit-il être élu? Un canton? Une liste? Les cantons actuels? Quelle est votre vision? Olivier, pour la pertinence et la concision. Nadine Alors, je fera vais essayer tout de autant faire... après que Céline l'ait fait aussi. Exactement. Juste, je vous rejoins sur évidemment le transfert de compétences des transports scolaires. C'est une vraie catastrophe puisque c'est un éloignement de proximité et c'est vraiment un gros sujet pour nous. On est beaucoup questionné dessus et il faudrait revenir sur cette compétence. Juste, moi, c'est comme se dit, c'est évidemment conseils départementaux sont imbriqués, étroitement liés. Où en est-on en fait des carences ambulancières, puisque c'est un vrai sujet aussi, hein, l'aide à la personne est de plus en plus sollicitée, les pompiers en font beaucoup trop, beaucoup. Ça rejoint aussi nos difficultés dans nos territoires en termes de santé. Et est-ce que vous en êtes satisfait, puisqu'il y avait un rehaussement de l'indemnité, et est-ce que ça correspond à ce que vous souhaitiez, ou est-ce qu'il y a encore des marges de progression ? Ah, c'est à moi. Je suis pour les libertés locales, Monsieur le Président, et je ne me contente pas de le dire, voyez-vous. Faisons-le. On se sent mieux ici, collectivité territoriale, qu'à l'Assemblée, finalement, parce que l'Assemblée, c'était beaucoup plus... Voilà, non, je plaisante. Non, c'est hors procès verbal. Hors procès verbal, non, c'est simplement... par boutade. Non, franchement, d'abord sur le plan énergétique, je crois que c'est rattrapé pour les EHPAD, c'est rattrapé sur le plan. On a demandé d'ailleurs à ce qu'on soit dans la perspective de coupure éventuelle, puisque j'ai vu que aujourd'hui le gouvernement veut rassurer les Français, mais se prépare tout de même. Voilà, c'est ça la réalité, je crois au fond. Je pense que là, on va avoir une discussion très rapide avec les services de l'État, tous nos DGS. On a prévu de regarder les situations particulières, parce que si une telle situation arrivait, il y a des personnes qui sont à domicile avec des problèmes respiratoires, etc. Il y a des situations quand même très, très précises à suivre et à apporter des réponses. Sur les problématiques énergétiques, alors franchement, c'est quand même compliqué ce qu'on nous a proposé, hein. On est en train d'étudier tout ça dans le détail. Bon, je crois qu'il faut qu'on soit accompagné, parce que quand vous avez un tel choc,
dans un contexte budgétaire tendu pour certains départements en particulier, je vous l'ai dit, moi, 4,5 millions, 10 millions, 11 millions, on voyait un peu le choc. Donc, évidemment qu'on ne pourra pas tenir. Alors, il faut qu'on engage aussi très, très vite, qu'on sache très, très vite comment le gouvernement veut engager tout ce qui est l'accompagnement pour rénover les logements au plan énergétique, etc., nos propres bâtiments, comment tout ça va être mobilisé, parce qu'évidemment, c'est une tendance qui va être appelée à poursuivre d'une tension sur le prix de l'énergie d'une manière très générale. Donc, même s'il y aura des variations, en tout cas, l'adaptation au changement climatique plus le prix de l'énergie doit nous conduire à être encore plus vigoureux. Il faut qu'on soit effectivement accompagné, ce qui posera d'ailleurs la question du logement et de la compétence logement, dont j'entends dire depuis plusieurs fois le chef de l'État qu'il entend l'avoir transférée. Alors ça veut dire quoi, transférer une politique de logement il faudra quand même qu'on vérifie tout ça et ses contours financiers notamment. Sur les critères, bon, je vous ai répondu, c'est extraordinairement compliqué au point qu'on doit faire un point très précis là-dessus. Vous-même, d'ailleurs, vous avez contribué à l'assouplissement de critères parce que ce qui était prévu pour les communes visait à exclure la totalité du champ du bouclier énergétique, l'ensemble des départements, ce qui n'est pas tenable. Mais ça renvoie à la discussion que nous avions. Moi, je souhaite que, dans un premier temps, vraiment on se préoccupe de la situation des départements qui sont le plus en difficulté pour la montée de leurs dépenses et pour la chute de leurs ressources. Donc il y en a une quinzaine, vraiment, je souhaite que le gouvernement ait un dialogue très vite entrepris. D'ailleurs, Madame la Présidente, je vous proposerai de vous informer des discussions que nous aurons avec le gouvernement sur la prise en compte, si vous le souhaitez, et voilà, pour qu'on continue de travailler. Il faudra qu'on mesure aussi, il y a une question qui n'a pas été soulevée, les conséquences du changement de l'indemnisation chômage sur le RSA. Et puis, parce qu'on va avoir, on note déjà une remontée du RSA, je vous le disais tout à l'heure, ce qui vient contredire les arguments du gouvernement selon lesquels une hausse était une baisse. Moi, je suis assez pratico-pratique, une hausse n'est jamais une baisse. Une hausse, sinon ça s'appelle une baisse, ou un statu quo. Donc le gouvernement essaie de nous faire un tour de passe-passe. Je m'en suis d'ailleurs entretenu avec Bruno Le Maire pour que nous soyons bien d'accord sur la syntaxe. Sur le conseiller territorial. Bon là, chacun a son avis sur le sujet. Je ne suis pas mandaté par Département de France et par les départements pour avoir une position là-dessus. Bon, d'une manière très générale, je crois que l'ensemble des départements ne sont pas pressés de rentrer dans des discussions sur le conseiller territorial. D'ailleurs, écoutez, franchement, arriver dans nos compatriotes avec une discussion sur le conseiller territorial devant les difficultés devant lesquelles nous sommes placés, je pense qu'on peut en faire l'économie. En tout cas, c'est ce que j'ai exprimé à la tribune de Département de France en disant qu'il y avait d'autres urgences que de revoir le mode électoral des conseillers. Il vaut mieux aborder ces sujets en eau plus calme, selon moi. D'expérience, je dis ça, hein, ce qui n'exclut pas de devoir y réfléchir. Enfin, en tout cas, par canton, ce serait un conseiller territorial, mon sentiment, un conseiller territorial dans une région à taille humaine, c'est-à-dire hantée, grande région, pas qu'elles ne sont pas à taille humaine, mais enfin elles sont très grandes, trop grandes selon moi. Donc évidemment, c'est intenable. Vous auriez des assemblées, si vous voulez respecter à la fois la parité et le binôme, vous auriez des assemblées pléthoriques à 200, 300 personnes. Donc c'est pas tenable. Après, il y a l'autre question, est-ce qu'on garde l'échelon et puis on fait siéger dans les deux, on fait siéger une partie des départements, un pourcentage des élus, à due proportion de leur groupe dans l'échelon supérieur. Enfin, tout ça me paraît un peu compliqué. En tout cas, je n'ai pas mandat pour rentrer dans ce sujet et je n'y rentrerai pas. Voilà. Donc, et je pense, moi, enfin, en tant qu'élu, à titre personnel, je pense que ce n'est pas le moment d'ouvrir de tels sujets quand tant de préoccupations, quand le peuple est confronté à tant de difficultés. Je pense que ce n'est pas le moment. Je l'ai dit au gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer à ces sujets. Mais franchement, il vaut mieux qu'on regarde ensemble, qu'on concentre toute notre énergie pour améliorer les conditions d'action de chaque niveau d'activité, de chaque niveau de compétence. Et c'est ça, il faut qu'on donne un socle de capacité à agir à chaque échelon. Et la question qui est fondée, qui est posée directement à notre pays, directement, tout le monde a conscience aujourd'hui que les départements en ont besoin. Tout le monde. C'est comme on a redécouvert l'importance des maires quand il y a eu la crise des gilets jaunes. Alors on appelait, vous n'avez pas un gilet jaune, vous n'avez pas quelqu'un chez vous? Ah ben oui, on s'est rendu compte et moi je me sentais bien ringard parfois
lorsque pendant 30 ans au Parlement, 24 ans plus exactement à l'Assemblée nationale, je disais que chaque commune compte parce que chaque habitant compte. Et que dans un grand pays, quand on a la chance d'avoir ce socle républicain, il faut la préserver, même si ce sont des petites communes, même s'il y a peu d'élus. Mais c'est un engagement territorial, c'est une assurance de républicaine territoriale. Et donc, j'avais une circonscription de 343 communes. Donc, vous imaginez, une circonscription électorale de députés de 343 communes. Donc, évidemment, c'était pour voir les maires, j'étais obligé de les... je ne pouvais même pas passer un jour par an dans chaque commune. Donc chaque commune compte. Donc ce qu'il faut, personne ne doute de l'échelon départemental, de sa pertinence pour agir au quotidien. On a 370 000 agents qui sont répartis sur tout le territoire, répartis partout, qui sont en capacité de distribuer, quand il fallait distribuer des masques, quand il fallait au secours d'une famille. On a des centres routiers, on a des services sociaux qui connaissent les familles. Qu'est-ce qu'on veut faire des départements ? Alors je vois bien poindre l'idée selon laquelle, je l'ai entendu dire parfois par le président de la République, l'État finançant le social, il va reprendre en main le social. Et chaque fois qu'il y a une crise ou une difficulté qui est enregistrée dans une maison de l'enfance, on ne s'interroge pas sur pourquoi il y a eu cette difficulté, sur les raisons qui provoquent ce genre de situation. On ne démonte pas la mécanique de la responsabilité de chacun. Et je redis ma confiance à tous nos agents, à tous nos salariés du champ social, y compris dans la protection de l'enfance, qui est devenue extraordinairement difficile, parce que la violence est là, etc. Bon, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut faire des départements les sous-traitants de l'État? C'est-à-dire, est-ce que l'État va dire « je reprends la compétence sociale » Est-ce qu'on pense que les DAS d'antan géraient mieux la problématique de l'enfance que nous ne le faisons nous-mêmes aujourd'hui? Est-ce qu'on pense raisonnablement qu'en éloignant les centres de décision au moment où le peuple aspire à de la proximité, on va mieux répondre à tout ça? Est-ce qu'on va mieux répondre en faisant de l'État, et en laissant l'État faire des départements son bras armé et ses sous-traitants? Est-ce que les départements sont les services déconcentrés de l'État? Non. Non. Même si nous avons un dialogue constant avec les services de l'État, parce que ce sont des missions aussi que nous avons en partage. Nous pour agir aux proximités, en humanité, et le gouvernement pour nous donner les impulsions de ce qu'il souhaite faire pour le pays en fonction des engagements présidentiels et parlementaires. Deuxième question, est-ce que nous avons vocation à être les acteurs de décisions prises à l'échelon régional, alors que nous sommes acteurs nous-mêmes sur le terrain? Ça vaut pour la politique de l'eau, ça vaut pour les espaces naturels sensibles, ça vaut pour tout cela. On sait très bien que ça se réglera en proximité. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va laisser les schémas régionaux en permanence, l'État discuter de schémas régionaux dans lesquels nous ne sommes parfois même pas associés? Les contrats de plan, je regarde les contrats de plan, je ne sais pas ce qui s'y passe. Définition des SRADET, voilà, on a une consultation, une vaste messe, et puis après, on a le résultat. Est-ce que c'est bon pour le pays? Je ne le crois pas. Dans une région comme la mienne, en Bourgogne-Franche-Comté, est-ce qu'il y a une communauté de destin et d'approche entre la Nièvre, qui avait du mal déjà à se sentir bourguignonne, et le territoire de Belfort qui regarde vers l'Alsace? Est-ce que ça constitue une communauté de destin? En Alsace, c'est différent. Bretagne, c'est différent. C'est une région qui ont un périmètre. De France, c'était déjà l'Île-de-France. Mais pour nous, est-ce que ça a du sens? C'est ça, c'est cette interrogation que j'ai. En tout cas, je vous le dis dans l'intérêt du pays. Moi aussi, j'étais conseiller régional, j'étais parlementaire. Je ne suis pas là pour défendre des boutiques, mais je veux défendre l'idée départementale, parce que je trouve que c'est une idée moderne. Puis c'est une idée qui correspond à l'attente. À l'attente du peuple. C'est une idée aussi culturelle. On est de sa commune, on est de son département, et puis on est de son pays. Voilà. Et donc cette idée-là, je pense que c'est une idée qu'il faut réactiver, parce que c'est l'idée de la proximité, c'est l'idée de la bonne réponse. Après, il faut évaluer, il faut regarder, s'assurer que tout le monde est traité de la même manière, mais j'y crois. Voilà. Après, j'entends ceux qui me disent que c'est les régions, voilà, très bien, il y a le fait régional, il est très bien. Mais que les régions s'occupent de l'économie, des grandes stratégies régionales, qu'on revienne à l'essence même de leur constitution, et qu'on nous laisse agir aussi dans des domaines qui sont des domaines de proximité de la vie quotidienne. Et puis, dernier sujet, vraiment, j'attire votre attention sur le sujet, mais vous le savez tous, sur le sujet de l'eau.
On est en train d'avoir un système en France qui va s'apparenter à ce qu'on a connu dans un certain nombre de grands pays, Australie, Californie, etc. Le prix de l'eau va baisser dans les métropoles, dans les grandes villes, il va exploser dans le territoire rural. Aujourd'hui, nous avons une structuration, quelques départements simplement ont joué la carte de la mutualisation, l'Aube, Gironde, quelques départements qui ont mutualisé leur production d'eau et qui ont essayé de faire des interconnexions. J'étais dans l'Allier aussi, dans l'Allier qui a... Bon. Aujourd'hui, le transfert aux communautés de communes va conduire à d'immenses difficultés, des communautés de communes qui sont déjà exsangues, un territoire rural qui n'a pas suffisamment mobilisé en son temps les moyens de renouvellement de réseaux avec des réseaux fuyards, enfin dans beaucoup d'endroits, et à une échelle de communauté de communes qui ne permettra pas d'assurer, face à un changement climatique qui va se traduire par une baisse du niveau de ressources, qui ne permettra pas de régler ce problème. Donc je pense qu'il faudra revoir en matière de compétences la possibilité pour les départements qui le souhaitent, de pouvoir intervenir dans la production d'eau potable et aussi directement dans le sujet des interconnexions. Ceux qui l'avaient fait avant peuvent continuer à le faire, ceux qui voudraient faire aujourd'hui ne peuvent plus le faire. Aujourd'hui, je suis empêché d'agir dans mon département, empêché d'agir par la loi, par une vision très stricte, trop stricte de la loi. C'est impossible de mettre de la production d'eau. Impossible de mettre... Par contre, on vient me chercher pour financer. Il y a un moment donné, j'arrêterai le financement. Je le dis tout net, si la loi n'évolue pas, j'arrêterai le financement. On ne peut pas continuer d'être simplement cofinanceur sans avoir une vision d'ensemble à l'échelle d'un périmètre du bassin, naturellement, et du département, qui est une bonne... Il faudra qu'on parvienne à de la mutualisation du prix de l'eau entre métropoles, parce que on va arriver à une situation insupportable. Le monde rural, on va chercher de l'eau dans le monde rural avec des contraintes qui sont légitimes. On le ramène en ville. Le prix de l'eau est en train de se stabiliser, voire baisser dans certaines villes, et il est en train d'exploser la campagne. Et parfois même, on revend de l'eau dans son périmètre. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on accélère le phénomène de densification. Parce qu'en même temps, pas d'eau, pas de développement. Donc vous commencez par dire, on densifie la ville. Donc évidemment, on apporte l'eau suffisante pour la ville. On regarde ce qui reste aussi comme eau disponible. Et ensuite, on la répartit. Moi, j'ai assisté à une scène récemment d'une entreprise qui était en milieu, en périphérie de métropole, qui a quitté le lieu où elle était implantée pour s'installer sur le territoire métropolitain au motif que là, il y avait de l'eau et qu'elle était moins chère. Mais saisissez-vous, vous qui êtes au plus près de nos compatriotes, il faut vraiment se saisir de ce sujet. Tu veux dire un mot ? Pardonnez-moi, Monsieur le Président, si vous permettez, l'eau est ici extrêmement inspirante. Et les carences ambulancières, il y a encore tout à faire. Voilà. Je ne sais pas si tu veux parler de l'eau. Je regarde l'heure, oui. Il y a des discussions avec les ARS d'abord sur le volume des heures à prendre en compte sur les carences. Et puis il y a aussi des services à améliorer parce qu'effectivement on a un enjeu là dans le cadre des pressions que nous avons sur nos pompiers volontaires, etc. Ça ne continuera pas comme ça. Donc effectivement, il faut qu'on continue d'assurer la sécurité, le transfert, etc. Et les pompiers sont là pour aider la population. Mais on n'aura pas des pompiers formés durablement pour jouer le rôle de taxi. C'est aussi simple que ça. Donc je vous le dis vraiment, il faut qu'on investigue. D'ailleurs, ce sera intéressant que peut-être, Madame la Présidente, il y ait une initiative qui soit prise pour regarder les conditions dans lesquelles la prise en compte de la carence ambulancière s'est traduit. On a déjà réglé une petite partie financière. On a porté ça à 200 €, je crois que c'était ça. Mais ce n'est pas suffisant et le volume, il n'est pas pris en compte. Merci, Monsieur le Président. Alors, à titre exceptionnel, parce qu'il l'a mérité, une dernière question, mais alors extrêmement courte de Cédric, et peut-être un mot de conclusion, parce que je sais que vous avez une contrainte, Monsieur le Président, et que vous nous avez accordé beaucoup de temps. Je n'ai pas de contrainte lorsque je suis au Sénat. Il faut absolument noter ça au compte rendu. Elles peuvent toutes se lever. Je serai disponible toujours pour les sénateurs et pour vous, Madame la Présidente de la délégation aux collectivités territoriales. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, le sénateur de ça. J'espère que vous penserez encore que je le méritais après ma question. Je vous remercie, Monsieur le Président,
de vos propos sur l'eau, parce que c'est un sujet de préoccupation, et un sujet sur lequel je voulais vous interroger. Est-ce que vous pensez qu'il serait envisageable ou souhaitable, ou pas du tout, que les départements puissent prendre la compétence sur la gestion des milieux aquatiques et de l'eau de manière générale, qui est aujourd'hui exercée par les agences de l'eau, et c'est-à-dire à la place des agences de l'eau. On a aujourd'hui, vous l'avez parlé aussi de la question de l'autonomie fiscale. Aujourd'hui, les agences de l'eau sont financées par une taxe. Et ensuite, c'est elles qui mettent en place leur propre politique publique sans forcément le contrôle démocratique qui pourrait exister dans un département ou dans une région si on devait le transférer. Ne vous semblerait-il pas pertinent que cette taxe sur l'eau puisse revenir au département, ce qui serait un élément supplémentaire d'autonomie fiscale, et qu'ensuite ce soit les départements, en fonction de leur particularisme, qui puissent mettre en place, dans un cadre national évidemment, dans une logique de bassin aussi probablement, mais puissent mettre en place ensuite une politique de l'eau, de l'assainissement et éventuellement de la protection des milieux aquatiques, qui est déjà un petit peu aussi votre compétence. Est-ce que ça vous semblerait une idée pertinente ou pas? On voit en fonction des territoires que des agences de l'eau qui ont des politiques qui leur sont propres, qui ne sont pas toujours dans le sens de ce que le législateur a souhaité. On ne sait pas vraiment s'ils ont une tutelle ministérielle ou s'ils sont complètement indépendants. Et en tous les cas, il n'y a pas forcément de contrôle démocratique. Est-ce que ça vous semblerait une idée à creuser ou pas? Alors, Monsieur le Président, je vous en prie. Merci. Monsieur le sénateur Vial, bon, je crois que d'abord sur ce constat, il faut vraiment qu'on ouvre le jeu et qu'on puisse permettre aux départements qui le souhaitent déjà dans un premier temps de pouvoir intervenir dans le domaine de l'eau en lien et avec l'accord des syndicats, parce que là on est dans des situations de blocage réelles, hein, et avec des différences territoriales que les départements sont en mesure d'apaiser, de rassembler, aussi par l'investissement que nous faisons dans le domaine de l'eau. Sur la question précise du fonctionnement des comités de bassin agences de l'eau, moi j'ai présidé le comité de bassin Seine-Normandie, donc pendant des années, qui comprend Paris et l'Île-de-France dans son comité jusqu'aux sources de la Seine. Bon, Normandie, etc. Bon, la gouvernance des comités de bassin doit être revue. Nous sommes sous tutelle de l'État, avec des injonctions parfois qui étaient incompréhensibles, y compris par les élus et tous les corps qui participent à la définition de ces politiques à l'échelle d'un bassin. Je crois que c'est utile d'avoir dans une même assemblée les écologistes, parfois les plus voilà, engagés, les agriculteurs, les industriels, parce que ça permet de dégager des consensus. Et c'est important de dégager des consensus et de mettre tout le monde autour de la table. Il n'y a pas beaucoup d'assemblées où on met tout le monde autour de la table. Et là, il y a tous les acteurs de l'eau. Donc, faut-il aller... alors, le problème, c'est l'injonction du gouvernement. Regardez, on a tous travaillé sur l'assainissement non collectif, vous vous en souvenez, en disant, voilà. Et puis, d'un seul coup, injonction de l'État, on n'aide plus l'assainissement non collectif. Bon, enfin, vous imaginez les personnes qui sont là, si ce n'est que lors de la vente de la propriété, on a l'obligation de se mettre aux normes. Enfin, franchement, quand on est dans des têtes de bassin ou à des niveaux de faille karstique, évidemment qu'il faut qu'on aide l'assainissement non collectif de la personne qui veut remettre aux normes son installation. On l'a supprimé. Décision du gouvernement. Je n'ai obtenu de la part du gouvernement, il faut dire la complexité, que l'autorisation pour l'agence de l'eau de pouvoir intervenir sur les zones de revitalisation rurale. Que sur les zones de... Alors vous imaginez la compréhension, le voisin qui est à la porte d'à côté, qui est plus dans la ZRR, etc. Donc il y a un vrai sujet de fond sur les injonctions du gouvernement. Il faut redonner de l'autonomie de la décision, avec un plan cadrage général, mais de l'autonomie de la décision pour l'adaptation à la réalité territoriale dans chaque bassin. C'est Martial Sadier qui préside Rhône-Méditerranée-Corse et que, d'ailleurs, je lui avais proposé de prendre ensuite la présidence du comité interbassin. Bon, d'une discussion entre tous les bassins. Faut-il transférer carrément au département? Je ne le pense pas, parce qu'il y a une solidarité qui s'exprime au travers de la contribution de chacun. Vous sortez l'Île-de-France du périmètre de l'agence de bassin Seine-Normandie, je ne serai pas spontané à vous suivre. Faut-il par contre qu'il y ait une proportion qui soit donnée au département, pas simplement sous terme de subvention, mais un accès à une partie de la taxe plafonnée dans son ensemble pour permettre au département d'agir? Là, oui, vous avez une excellente idée à laquelle, je dois vous dire, je n'avais pas pensé spontanément. Ah ben, quand vous me dites cadeau, j'allais dire que vous faites un cadeau à vous-même pour Noël,
C'est-à-dire vous êtes acheté vous-même le cadeau parce que maintenant il vous appartient à vous, législateurs, de faire évoluer la loi. Et moi je compte sur vous, en tout cas pour qu'un amendement rapide soit passé, simplement sur un point, Madame la Présidente. Mais je compte vraiment sur les sénateurs hein, pour lancer ce sujet. Sur un point simplement, c'est permettre à des départements qui sont propriétaires d'une ressource potable, enfin potabilisable, rendue potable, de pouvoir la mettre en production, d'accord ? Qu'on ne rentre pas dans le débat des distributions parce qu'on ne va pas s'en sortir. Mais qu'on puisse simplement investir sur un lieu dont nous sommes pour faire de la production d'eau potable. À l'heure actuelle, je vous le répète, nous ne pouvons produire que de l'eau brute et pas de l'eau potable. Et quand vous n'avez pas le syndicat à taille suffisante à proximité, alors on nous dit créer un petit syndicat mixte ouvert. Bon, très bien, on va créer une structure, mais ça nous renvoie à la CDCI. Et comme la CDCI a dit pas de création nouvelle en attendant le transfert sur les communautés de communes, vous vous retrouvez dans une impasse totale. Alors moi, est-ce que je dois aller avec 300 maires devant la préfecture pour dire faites quelque chose parce qu'on n'en peut plus? On a besoin d'eau, je ne peux pas en produire. Alors si vous pouviez faire avancer cela, mesdames, messieurs les sénateurs, vous rendriez service à tous les départements qui, post-loi de la Notre MAPTAM, ne peuvent plus intervenir pour mettre en production de l'eau dont ils sont détenteurs. Merci, Monsieur le Président, de cet échange approfondi sur ce sujet et à Cédric de cette question, parce que ce sujet est une obsession au Sénat. Depuis 2016. Quand on est obsédé longtemps par quelque chose, certains pensent qu'on pourrait souffrir d'une maladie quelconque qui deviendrait chronique au Sénat. Non, pas du tout. C'est-à-dire que notre objectif et notre objet, vous l'avez dit tout au long de votre intervention, c'est l'efficacité de l'action publique à partir de la réalité des choses. Et en 2016, nous avons voté ici au Sénat une loi sur l'eau et l'assainissement disant qu'il y avait un transfert facultatif aux intercos. Puisque jamais dans ce pays, enfin peut-être là cet après-midi, mais l'eau n'a coulé selon un parcours administratif. L'eau, elle coule en fonction de bassins versants. Donc si la loi peut permettre d'avoir l'efficacité qui vise la chose dont on parle, c'est un peu mieux. Donc nous n'avons cessé de travailler là-dessus. Le gouvernement a bien compris que le truc était compliqué, mais il ne voulait pas changer d'avis parce qu'il y a une pression forte du ministère de l'Environnement qui a une vision très simple, qui est la commune est beaucoup trop petite pour faire ça, donc on va mettre ça à l'échelle où existent tous les remèdes, donc c'est l'interco, mais ça a zéro sens. Et donc on a fini par obtenir une chose qui est inexplicable auprès des élus locaux, c'est la subdélégation. Donc pour faire ça, pour dire aux maires qui sont tous extrêmement rapides dans la compréhension des choses, alors vous aviez la compétence, ok, mais là vous allez la transférer et ils vont vous la subdéléguer. Alors moi quand j'explique ça aux maires, ils me disent mais sincèrement, c'est l'oisiveté qui vous conduit à inventer des choses de cette nature. Donc là, il y a à nouveau... Non, mais c'est vrai. Et le truc, il a été encore démonté à l'Assemblée dans 3DS. On n'a pas gagné. Alors, Jean Castex, il nous a lâché des petits trucs. Mais il reste, en France, en métropole, des endroits où ça ne marche pas du tout. Et donc, il y a eu une nouvelle proposition de loi qui a été déposée ici par le roi de l'eau et de l'assainissement, qui est Mathieu Darnaud, bien appuyé par ses collègues à juste titre, et qu'aujourd'hui, il faudrait que cette PPL, elle soit portée à l'Assemblée nationale, et que moi, je trouve que l'échange que nous avons un peu approfondi sur ce sujet est très intéressant, et je suis sûre que Cédric, qui vous a posé la question, sera un avocat extrêmement utile des choses, et que derrière ce que vous dites, il y a, et la question que Cédric a posée, il y a l'agencification. Alors, l'agencification, elle peut être très bonne, on n'est pas caricatural, mais très sincèrement, quand nous avons auditionné l'ADEME, quand nous auditionnons l'Agence de l'eau, nous avons à un moment des pans entiers de politique de l'État qui glissent petit à petit vers l'autonomie, voilà, et qui décident de leurs choses, et qui n'ont pas vraiment de patron, et qui arrivent parfois à mettre en œuvre des dispositifs contraires à l'esprit de la loi, et on a zéro évaluation parce qu'on n'a pas de contrôle.
Donc moi, l'idée, je ne sais pas, il faut réfléchir, mais de ce qu'évoquait Cédric, qui est assez remarquable. Pour conclure vraiment, Monsieur le Président, je crois qu'on parle... Est-ce que vous m'autorisez, Madame la Présidente, juste à dire une chose. D'autant plus que l'État se sert abondamment dans les budgets de l'eau, de l'Agence de l'eau. Parce qu'on a créé l'Office français de la biodiversité. J'étais encore président il y a peu de temps de cette agence, je vous le disais, enfin de ce comité de bassin Seine-Normandie. On s'était opposé à une accélération de la ponction pour aller alimenter l'Office français de la biodiversité, alors que nous sommes appelés nous-mêmes dans les agences, et dans les comités de bassin, à agir sur la biodiversité, à agir, etc. Donc on a là une situation infernale où on demande beaucoup à l'eau, et maintenant, et au budget de l'eau. Et donc, il y a une dérive là qui est inquiétante, et on est sorti du principe de l'eau doit aller à l'eau. Sans l'eau, pas de biodiversité. Donc l'enjeu, aujourd'hui, ce sera d'amener de l'eau dans toute la France. On va voir, dans mon département, j'ai des communes qui se retrouvent sans eau en été. Quand on voit les perspectives, on va perdre 30% de notre ressource en eau dans les 15 ans qui viennent. Quelles conséquences ? Vous imaginez sur la ressource, avec des problèmes sur les failles karstiques où vous ne retrouvez plus d'eau, là où vous en aviez. Alors, bon, le réflexe est de dire touche pas à mon eau d'un certain nombre de communes, mais quel est le bon échelon sur lequel on peut en travailler? Alors, il faut qu'on travaille sur l'adaptation territoriale de la réponse au changement climatique et à précisément l'adaptation à ce changement climatique. Donc, il faut qu'on donne de la souplesse. J'ai entendu le président du Sénat dire qu'il faudrait qu'on ait des compétences, je crois qu'il avait employé optionnelles à l'Association des maires de France. Je crois qu'il faudrait travailler sur ce sujet-là, en accord avec des niveaux. Si par exemple ils veulent me subdéléguer la compétence au département, eh ben, moi je suis prêt à travailler sur ce sujet-là. Mais en tout cas, il faut vraiment qu'on trouve le bon échelon. Et là aussi, la grande région pourrait être impliquée sur ces sujets, notamment elle est sur la biodiversité, mais il y a une telle diversité de situations dans une grande région au regard de l'eau. Regardez dans votre région, quand vous partez depuis Auvergne, etc., que vous descendez dans la montagne, vous allez jusque dans le... oui, pardon ? Jusque dans l'Allier, etc., vous avez quand même une situation différente. Et moi, j'ai beaucoup apprécié le modèle de l'Allier, où l'Allier, ils ont créé un syndicat, mais avant les lois Notre-et-Maptam, dans lequel figure le département, et qui assure de la production d'eau et de l'interconnexion de l'eau à l'échelle d'un département. Et ça marche. Et donc, ils font jouer la solidarité, du coup, entre ville et campagne. C'est-à-dire que tout le monde participe de la production de l'eau. Sinon, le modèle, je vous dis, va être très inquiétant. Vous allez avoir de l'eau où les contraintes seront supportées par le monde rural et le pouvoir de l'eau, il ne faut pas ignorer le pouvoir de l'eau derrière, hein, dans l'aménagement du territoire et dans le développement territorial. Le pouvoir de l'eau. Donc ça, c'est un enjeu majeur auquel je voulais vous rendre attentif, mais je sais que vous l'êtes. Nous essayons, merci. En tout cas, Monsieur le Président, vraiment merci de cet échange qui nourrit notre réflexion et notre action. Et au sein de la délégation, c'est important parce que nous sommes tous issus, au-delà du fait que nous sommes de territoires différents, mais ça c'est inhérent au Sénat, nous sommes issus de commissions différentes. Ah, ça c'est très bien. Vous voyez, il y a des gens des commissions des affaires sociales, culture, économie, finances, loi, voilà, et qu'il est très important que les sujets ne soient pas seulement des sujets de spécialistes, mais que l'on puisse partager au Sénat cette culture, parce que les collectivités, elles sont aussi multicompétences. Soyez assurés de l'attention que nous portons à la contribution importante que vous avez pour cette société, parce que je crois, aujourd'hui, quelqu'un tout à l'heure employait le mot de rentable, vous vous rappelez, on a... un peu réagi là-dessus, sur des choses qui seraient rentables et d'autres qui ne seraient pas. Moi, je pense que vous êtes au cœur, et je le dis très simplement, de l'avenir et de la cohésion sociale. Parce que aujourd'hui, et je ne parle pas des désordres écologiques, c'est d'une autre nature. Ceci dit, ils ne font que renforcer la détresse des gens et la difficulté. Je pense que dans ce pays, on a un enjeu de cohésion sociale, de solidarité, et d'éducation et d'émancipation des jeunes. Quand vous rappeliez les situations extrêmement difficiles, psychiatriques, d'enfants qui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles, qui vont perturber leur vie, que ceci génère des dégâts par ailleurs,
que nous avons aujourd'hui des familles qui peuvent être en détresse, des familles monoparentales, ce qui fragilise aussi l'économie. Enfin, on voit bien aujourd'hui la violence que l'on retrouve dès l'enfance dans des proportions très fortes. Donc, je crois que notre société et notre État et nous devons investir dans la solidarité, nous devons investir particulièrement dans l'enfance, puisque c'est de la prévention que nous faisons, et prendre soin en amont, c'est aussi d'une manière très simple, autant de dépenses que nous n'aurons pas à subir pour essayer de guérir ce que nous n'arriverons pas à faire. Donc merci, merci, voilà. Et comptez sur nous. Alors nous ne faisons pas des miracles, mais nous y croyons quand même. Merci en tout cas, Monsieur le Président, et merci à vous tous du dialogue constant que nous avons avec vous et de votre disponibilité à tous quand nous vous sollicitons, et c'est très souvent. Merci mille fois.